Bonsoir à tous. Merci à vous d'être connectés ce soir. On remercie également Dr Alcara qui va animer le webinaire sur la conduite à tenir devant le méningite, accompagné de Madame Mercier-Guyon de la veille sécurité sanitaire de l'ARS. Donc, nous allons commencer par Dr Alcara. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou écrire dans le chat. Je vous souhaite un bon webinaire. Oui, bonsoir tout le monde. Bon, oui, comme elle a dit Sandrine, vous pouvez poser la question quand vous voulez, on peut l'arrêter, on peut discuter. Ah, c'est bon qui a fait ça. Vas-y. C'est bon. Alors là, le diapo dit méningite à méningocoque P, mais on va parler un peu de toute forme de méningite. Et on y va. Bon, la méningite, c'est quoi? La méningite, c'est une infection de moelle épinière là, qui a des caractères, on va dire, graves. Parce que comme vous voyez dans le diapo, là, et comme on voit tout à l'heure, là, il y a plusieurs causes de méningite. Il y a les bactéries, il y a les virus, il y a les champignons. Et avec tout le traitement qu'on fait, malheureusement, il y a un taux de mortalité très élevé. On est à peu près à 10%. 10%, ça fait beaucoup de cas, et surtout dans la période épidémique. C'est une infection qui touche normalement, selon l'OMS, 500 000 personnes par an dans le monde, avec la mortalité comme on a dit 10%. Et c'est-à-dire qu'il y a une personne sur 5 qui peut avoir des séquelles durables, bien sûr, dans les séquelles après guérison. Les causes, comme j'ai expliqué là, on a une atteinte du système nerveux central. Il y a les méningites bactériennes les plus fréquentes, les plus traitées avec plusieurs bactéries, l'hémophilus influenza, la Neisseria meningitis et le pneumocoque. Et après, il y a la méningite fongique. Bon, on ne va pas discuter de ça, c'est dépend le terrain pour le sujet immunisé ou immunosupprimé, déprimé. Et voilà. Alors, la petite question, comment on va transmettre la bactérie? C'est transmis par le voie respiratoire, par les gouttelettes, par sécrétion respiratoire. Il faut dire qu'il faut un contact proche et prolongé. Et on va voir tout à l'heure que c'est un contact, c'est-à-dire qu'il faut que vous restiez en contact avec quelqu'un atteint pendant 1 heure en moyenne et à une distance inférieure à 1 mètre. Pour ça, par exemple, à l'hôpital, pour les gens qui sont dans le passage d'un état de méningite, ils ne sont pas considérés comme contact et ils ne sont pas pris en charge dans le filière de contact. Il faut vraiment un contact proche et prolongé. La méningite devient surtout chez les enfants de moins de 1 an et à l'âge de 16 à 24 ans. C'est une infection avec une incubation courte, 3 à 4 jours, mais qui peut prolonger à 1 semaine à 10 jours. Le tableau clinique, c'est comme tout virus ou comme bactérie, fièvre, maux de tête, vomissement, asthénie. Après, on a le syndrome spécifique de méningite, qui est le raideur de la nuque, léthargie, trouble de conscience, voire coma. Un patient qui présente des troubles de confusion avec la fièvre, il faut qu'il nous guide à une suspicion de méningite. Ce n'est pas parce qu'elle a la fièvre qu'il a, on va dire, déconné ou elle a présenté des symptômes neurologiques, mais toute confusion fébrile, ça peut être une méningite. L'apparition des signes de gravité, c'est quoi? C'est le purpura. De moment que l'apparition des purpura commence à être expansif, c'est un signe de gravité. Et une menace de choc septique. Là, il faut commencer un traitement rapidement en milieu hospitalier.
Les complications, c'est les atteintes neurologiques, surtout la surdité. Pendant la première phase d'atteinte, on a des extrémités qui deviennent froides, on a des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, polypnées. Les enfants, les nouveau-nés présentent des symptômes un peu différents. Par exemple, chez les enfants qui refusent à manger, qui ne bougent pas, qui est chimérique, qui a la fièvre. Et chez les petits enfants, le bombardement de fontanelle. Ce tableau qui doit nous guider vers une infection grave avec bien sûr la fièvre qui ne baisse pas avec un traitement symptomatique. Pour la méningite virale, c'est plutôt des méningites bénignes, hein. On l'a vu surtout avec la dengue, avec le Covid, avec les autres virus de grippe, etc. Et c'est des infections qui guérissent rapidement dans quelques jours. Heureusement, ça ne laisse pas de séquelles, même si une symptomatologie très accélérée, de fièvre, de raideur de la nuque, de vomissements, de fatigue. Alors, le diagnostic clinique et qui confirme la pathologie, c'est la ponction lombaire. La ponction lombaire, c'est lui seul qui nous guide pour un type de méningite virale, bactérienne ou fongique, hein, et qui guide le traitement aussi selon la bactérie. Parce qu'on va voir tout à l'heure que le traitement, les complications de traitement et le problème de traitement, c'est la résistance antibiotique. On a dit la méningite, c'est une infection à évolution rapide. Pour ça, le traitement antibiotique doit être débuté le plus rapidement possible. C'est un traitement par voie intraveineuse. Ça ne sert à rien de donner des comprimés d'antibiotiques pour une suspicion de méningite. C'est un traitement antibiotique qui doit commencer le plus tôt possible à la base de céphalоспoriine de 3e génération. Pour ça, vous savez que actuellement dans les voitures de SAMU, c'est le seul antibiotique qu'on a, c'est la rocifine, le ceftriaxone, pour débuter le traitement avant d'arriver à l'hôpital. On a enlevé tous les autres antibiotiques avec le Bantane, etc. Le problème de surveillance et la prise en charge des méningites prend en compte la résistance aux antibiotiques. Pour ça, c'est très important de faire l'hémoculture et voir le type de bactéries. On va voir aussi, même dans la prévention, il y a un traitement antibiotique différent. On va discuter ça tout à l'heure. Et on vous explique pourquoi on a changé le type des antibiotiques. Comment prévenir l'infection? Comme toute bactérie ou maladie infectieuse, si on a le vaccin, c'est la meilleure prévention, c'est la vaccination. La vaccination reste le plus certain pour protéger contre la méningite. En France, vous savez qu'il y a la vaccination contre la méningite B et maintenant contre la méningite ACWY et qui est obligatoire pour le nourrisson à partir du 1er janvier 2025. Les deux vaccins pour la méningite B et la méningite ACWY est obligatoire. On ne fait plus la vaccination contre la méningite C tout seul. Et on va voir dans le schéma vaccinal après, pour les gens qui sont vaccinés, pour les enfants qui sont vaccinés contre le méningite C, on peut continuer avec la vaccination contre le méningite ACWY. Pour la méningite B, c'est la vaccination en 2 injections à 3 et 5 mois avec un rappel à 12 mois. Et pour les méningites ACWY, c'est une vaccination à 2 injections à 6 et 12 mois. La vaccination de 12 mois, elle peut être faite avec l'aurore en même temps chez les nourrissons. Je répète, à partir du 1er janvier 2025, la vaccination devient obligatoire et elle est sur le calendrier vaccinal. La vaccination contre le méningite B
est recommandé pour les gens, les personnes qui sont à risque d'exposition aux infections, et surtout les enfants, les adultes et les enfants qui sont immunodéprimés. Pour la vaccination contre la méningite ACWY, c'est recommandé pour les personnes, enfants adultes qui ont des risques d'exposition aux infections, les immunodéprimés, et aussi pour les adolescents entre 11 et 14 ans. On va mettre un rappel entre l'âge de 11 et 14 ans et qui peut être fait avec le vaccin de diphtérie-poliococcus en même temps. Et comme on a mis en bas, pour les non-vaccinés, on peut faire un rattrapage entre 15 et 24 ans. Pour les jeunes adolescents, on n'a pas vacciné entre le 11 et 14 ans, on peut faire toujours un rattrapage entre 15 et 24 ans. Alors, le traitement préventif pour antibiotiques, et comme on a discuté pour l'entourage ou pour les cas de contact, si vous voulez, c'est pour l'entourage proche. Pour empêcher la contamination et le développement des infections à un méningocoque ou à d'autres, pour les gens qui sont en contact à la maison, à l'école, à la crèche, à l'hôpital, pour des gens de contact. On a dit la prévention pose sur la rifampicine qui est enregistrée pendant 2 jours et quand il y a une contre-indication pour, par exemple, grossesse, etc. Il y a résistance à la rifampicine de rares souches, méningocoque. La prévention repose sur d'autres médicaments, le céphalosporine 3e génération, c'est le ceftriaxone et le Ciflox, par voie orale en dose unique. Dans le cas de méningite ACWY, la prévention de vaccination, la prévention par la vaccination permet de compléter le traitement préventif des antibiotiques, comme on va voir. Alors, pour le choix des préventions, on va détailler un peu plus tard et on va voir qu'on va garder la rifampicine pour des cas qu'il y a des résistances aux autres et qu'il y a des préférences de commencer de façon générale par le Ciflox, sauf quand il y a de contre-indications de résistance, on passe par le ceftriaxone, deuxième choix, et s'il y a des difficultés avec les deux, on fait la prévention avec la rifampicine. En vérité, on essaye, selon la résistance antibiotique, de garder la rifampicine en dernier choix. Alors, combien de personnes sont touchées? On reprend. En France, on a dit le nouveau-né, les jeunes, les enfants, les personnes les plus à risque développent des maladies. Les infections touchent toujours 500 000 personnes par an. En France, on a entre 500 et 600 personnes par an touchées par l'infection grave à méningocoque. On parle bien sûr de des personnes ou des cas de méningite qui sont compliqués, qui sont décédés ou qui ont survécu avec des séquelles. Il faut dire que pendant la période du Covid, le nombre de contaminations a chuté, qui est logique. Comme la grippe, hein, on a fait de prévention, on a fait d'attention pour le contact par des gouttelettes, par des voies respiratoires, on a mis des masques. Tout ça a permis de diminuer les cas de contamination par la méningocoque. La vaccination, on reprend par rapport à la méningocoque. On a dit pour le type B et C, il y a une augmentation très importante là, pour la deuxième partie, là, pour le type de méningocoque. En France, le B et le C sont les plus répandus, mais il y a une augmentation des cas de méningite A, W et Y. Pour ça, les nouveaux vaccins sont recommandés. On a arrêté la vaccination par le MESVAC ou contre la méningite C seulement. La vaccination contre la méningite C, déjà obligatoire, est remplacée
partielle contre les méningocoques ACWY et la vaccination contre le méningite B, jusqu'à ici, qui était fortement recommandée, devient obligatoire en France. Ces vaccinations, comme on l'a dit, à partir du 1er janvier, sont obligatoires. Le schéma vaccinal pour le ACWY, alors 2 doses, à 6 et 12 mois. On peut faire le deuxième avec l'aurore, et la vaccination contre le ACWY qui est obligatoire était étendue jusqu'à l'âge de 2 ans. La vaccination contre la méningocoque B en 3 injections, 3, 5 et 12 mois, avec un rattrapage jusqu'à 2 ans. En réalité, jusqu'à 2 ans, il faut qu'on arrive à faire le schéma complet de vaccination pour le B et pour le ACWY. Pour le rattrapage, pour la vaccination de ce groupe B jusqu'à 24 mois, par exemple, on a vu, il y a un petit tableau. Entre 2 et 5 mois, il faut qu'il reçoive les 2 doses. On peut faire un intervalle minimum de 2 mois. Et le rappel, on peut rattraper entre 12 et 15 mois. Par contre, si on fait un rattrapage entre 12 à partir de 1 an, il faut laisser une période d'intervalle de 6 mois avec la dernière dose. Pour l'enfant âgé de 6 à 11 mois, toujours le nombre de doses reçues sont 2 avec intervalle de 2. Et là, on peut raccourcir l'intervalle pour la dernière dose, c'est un rattrapage, à 2 mois. Entre 1 an et 2 ans, le même chemin avec un intervalle. Par contre, à partir de 1 an, normalement, il faut qu'on laisse à peu près 1 an pour faire un rappel. En réalité, surtout, c'est le même principe, c'est la seule chose pour les rappels, selon l'âge, il faut respecter un délai d'intervalle, ou 6 mois, ou 2 mois, ou presque 1 an. Voilà. Le 21 février 2025, vous avez reçu tous des mails pour l'ARS, nous informe en urgence sur l'augmentation des cas d'infection invasive à méningocoque. Et il y avait les recommandations, tout ça. Bon, j'ai détaillé ça, mais je vais laisser la parole pour Madame Anne-Sophie Mercier de l'ARS pour nous expliquer la prévention, le traitement et ce qu'elle a fait l'ARS. Merci. Alors, c'est quoi que je change? Bonsoir, merci. Donc, je suis Anne-Sophie Mercier-Guyon, je suis directrice déléguée de la veille et de la sécurité sanitaire à l'ARS, qui est donc la direction qui, à l'ARS, est en charge du traitement de tout ce qu'on appelle les signaux qui sont reçus, ce qu'on appelle au PFR, le point focal régional, avec la volonté de réunir en un seul et même point l'ensemble des signaux sanitaires et médico-sociaux. Et donc, c'est derrière cette direction et cette équipe qu'est gérée une adresse que vous connaissez souvent, qui est donc la boîte alerte de l'ARS. Donc, je dirige cette direction, mais c'est pas moi qui suis régulièrement au travail. Nous avons 4 personnes qui assurent une permanence en continu de cette boîte alerte et d'un numéro de téléphone qui permet de traiter tous les signaux, et une reprise qui est faite en astreinte, c'est-à-dire la nuit et le week-end, si bien que cette boîte est donc traitée 24 heures sur 24. Voilà. Alors, je vais essayer de partager ma présentation. Sélectionner un onglet à partager. Est-ce que là, vous la voyez ou pas? Non.
Vous voulez que j'avance le diapo pour vous ou... Ah bah oui, je veux bien, oui. Si vous pouvez faire ça, c'est super. D'accord. Est-ce que vous voyez le premier diapo? Voilà, donc rapidement, il y aura quelques redondances avec votre intervention, docteur, mais ça permet de faire un ensemble. Donc, ce que je vous présente là, ce sont ce qu'on appelle, nous, les mesures de gestion d'un cas à partir du moment où nous recevons la déclaration faite sur cette boîte alerte. Nous mettons en place des mesures de gestion qui sont extrêmement encadrées puisqu'on est dans le cadre d'une instruction qui est maintenant éprouvée puisqu'elle date de 2018 et qui nous indique toutes les modalités pas de prise en charge médicale mais de gestion de ce signal et plus particulièrement le sujet qui va nous concerner, c'est la gestion de ce qu'on appelle les sujets contacts possibles, de manière à identifier des sujets contacts confirmés qui, eux, vont être invités à recevoir un traitement préventif. Comme vous l'avez rappelé, cette année, le ministère nous a informé par ce qu'on appelle un DGS urgent du constat d'augmentation des cas de méningite et effectivement, on a pu voir que cette année en Martinique, on avait eu 2 cas confirmés alors que je n'y étais pas encore, mais de ce qu'on m'a indiqué, il n'y en avait pas eu depuis 2017 ou 2018, donc c'était assez ancien. Voilà. Je ne reviendrai pas sur les motifs de cette augmentation que vous avez bien indiqué. La suivante, s'il vous plaît. Donc, les critères de signalement, vous les connaissez. Et donc, je vous rappelle qu'un cas de méningite est déclaré sans délai sur cette fameuse boîte alerte dont vous trouvez l'adresse et en général est évidemment doublé, vu l'importance du sujet, d'un appel téléphonique. Ce premier signalement doit se faire le plus vite possible par ce qu'on appelle la fiche de déclaration obligatoire, puisque c'est celle qui va nous donner les premiers renseignements, à la fois comment contacter le plus souvent quand même l'entourage proche, et puis les éléments de contexte, de date de début des signes, tous les éléments qui vont nous permettre de mettre cette procédure de gestion en place, qui, comme je vous le disais, est très encadrée, et donc on a besoin d'avoir des informations un peu structurées et rigoureuses pour pouvoir mettre en place ces mesures. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc déclaration le plus rapidement possible, l'antibioprophylaxie des sujets dits contacts confirmés doit se faire dans les 24 à 48 heures. Dans les 24 à 48 heures la déclaration et l'antibiothérapie préventive doit se faire maximum dans les 10 jours qui suivent le contact. C'est pour ça que c'est très important, dès qu'on a le cas de méningite, d'identifier les sujets contacts possibles et de pouvoir les inviter le plus rapidement à consulter. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a régulièrement des liens et des informations avec vous, les médecins de ville, puisque ces sujets contacts confirmés sont amenés à consulter. Et si l'entourage proche du cas de méningite est souvent pris en charge directement au milieu hospitalier, le conjoint ou les enfants, l'ensemble des sujets contacts sont invités à consulter. Et donc, on n'a pas évidemment d'indication. Très souvent, ils consultent leur médecin traitant. Ce qui est très important de rappeler, parce que ce sont des pathologies qui peuvent quand même, et on l'a bien vu dans les 2 cas qu'on avait traités cette année, entraîner une forme de crainte et d'agitation médiatique. Et donc, toute personne qui pense avoir croisé le contact à la plage ou dans un lieu professionnel, même rapidement, pense être contact et il peut avoir vraiment des craintes. Donc,
le travail qu'on conduit, c'est d'identifier avec l'entourage l'ensemble de la sphère, ce qu'on appelle familiale et amicale, et on va retracer dans les 14 jours qui précèdent la date des premiers signes l'emploi du temps très précis du cas, sur le plan professionnel, sur le plan des loisirs, sur le plan familial, sur le plan amical. Donc toutes ces personnes vont être listées et vont être ensuite contactées une par une pour pouvoir décrire très précisément les modalités du contact qui sont intervenues et effectivement, du coup, pouvoir passer du statut de sujet contact possible au statut de sujet contact confirmé. Alors, c'est important ça parce que on a alors ce classement des sujets contacts confirmés, on le fait de manière pluriprofessionnelle à plusieurs avec nos collègues de Santé publique France, sous la validation de notre conseillère médicale et s'il faut évidemment en lien avec les médecins hospitaliers ou ambulatoires. Et on peut partir de listes de sujets contacts possibles qui sont de mémoire de 30 ou 40 et à la fin, on ne finit par avoir comme sujet contact confirmé que 6 ou 10 personnes. La définition du sujet contact confirmé, vous l'avez indiqué, docteur, c'est un contact proche de moins d'1 mètre en face à face et dont on estime d'1 heure. Alors, il y a quelques ajustements, évidemment, s'il y a des toux, des étournements, et puis pour l'ensemble des professionnels de santé qui ont été amenés à prendre en charge le cas. Évidemment, ça c'est la définition rigoureuse de l'instruction. On va, grâce à l'entretien, bien définir la modalité de contact et du coup avoir ce travail ensemble concerté pour classer ou pas le sujet contact en fonction aussi de la vulnérabilité du patient et un contact qui va présenter des critères de vulnérabilité particuliers. Évidemment, on va pouvoir en tenir compte. Donc ça, c'est extrêmement important parce que vous pouvez être confronté, je sais que ça a été le cas au premier cas de méningite, le docteur Cricket-Elliott nous en a fait le retour. On a quand même pu constater un afflux d'appels, par exemple au SAMU, et certains médecins généralistes qui avaient été interrogés, de personnes qui elles-mêmes s'inquiétaient et venaient dire je suis contact, il faut absolument que je sois traité. Donc c'est très important que vous connaissiez bien cette procédure pour que vous puissiez nous renvoyer ces personnes et qu'on puisse les évaluer dans le cadre réglementaire. Suivante, s'il vous plaît. Pour vous montrer que, comme c'est très précis, donc là, on a dans cette instruction une description tout à fait argumentée des différentes situations qui peuvent se poser à nous. Et pour vous donner un exemple, une méningite en milieu scolaire, si le cas est en école maternelle, l'ensemble de la classe, par exemple, va être classé en sujet contact parce qu'on estime que des enfants en bas âge, ils se touchent, ils se rapprochent, etc. Dès qu'on est au lycée, on ne va prendre que les enfants qui sont en proximité et de moins d'1 mètre dans la classe. Donc, on a des définitions et des arbres de décision qui nous permettent de nous aider pour ce classement. Une fois que ces sujets contacts confirmés sont identifiés, comme je vous le disais, on les invite à avoir une consultation auprès d'un médecin et à mettre en place l'antibiothérapie préventive qui est adaptée. Suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette première partie dont on m'avait demandé qu'elle soit très centrée sur les mesures de gestion. Je suis à votre disposition. N'hésitez pas à lever la main ou écrire dans le chat si vous avez des questions. Vous voulez intervenir? J'ai une question, j'ai oublié c'était quoi.
Je suis Pas de questions? accompagnée ouais, je suis accompagnée de ma collègue Christelle Dely, qui est infirmière et qui procède à ces entretiens très concrètement et régulièrement. Donc voilà, on peut vous répondre si Pour, vous voulez. si j'ai bien compris au début, pour les cas de contact, vous ne commencez pas le traitement avant confirmation du diagnostic par une ponction lombaire et isolation du germe. C'est bien ça, hein? Alors oui, il faut qu'on ait la confirmation biologique, oui. Mm. Alors après, comment dire, Christelle, je me souviens plus, mais il y a une fois où on avait un tableau clinique qui était suffisant. Enfin, si vous voulez, on essaye comment dire, d'équilibrer, c'est-à-dire que parfois les analyses sont un peu longues à arriver, mais quand on a des tableaux cliniques qui sont très évocateurs et sans doute pour le médecin, évidemment, nous, immédiatement, on démarre le travail de listing des personnes, etc. Donc, je me souviens plus. Christelle, combien de temps on avait mis pour avoir la première confirmation? Ah, je sais pas si elle m'entend, mais bon. Mais évidemment, on ne peut pas démarrer réglementairement, on ne peut pas démarrer tant qu'on n'a pas la confirmation et la feuille de déclaration obligatoire qui, si vous voulez, le document que remplit le médecin qui déclare une méningite. D'accord. Oui, bah, je parle de ça parce que quand il y avait le cas de méningite cette année, au début d'année à Martinique, là, moi, au centre 15, au SAMI, là, les gens commencent à rappeler rapidement avant de savoir exactement, là, il y avait un doute et les gens paniquaient, appelaient tout le temps pour demander s'il fallait traiter, vacciner ou non. C'était pas évident. Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est pas simple, hein, parce que ça génère beaucoup d'inquiétude et d'angoisse. Donc, c'est bien qu'on soit dans ces gestions. C'est important qu'on soit vraiment tous informés et tous en lien, parce que c'est vrai que si d'un côté au SAMU vous recevez plein d'appels, que nous-mêmes on en reçoit plein, on n'a pas le temps de faire le travail de recherche des sujets contacts. Enfin voilà, c'est pour ça que effectivement, et ça paraît assez légitime que les usagers s'inquiètent, hein, puisque c'est quand même une information précise et c'est pas quand même toujours très évident d'expliquer la différence entre avoir un contact et être un sujet contact. Ouais. Attendez. Oui, on vous entend. Oui, pardon. Christelle Dely. Donc, c'était juste Oui. pour répondre à la question. Effectivement, nous avons eu un delta de à peu près 3-4 jours avant confirmation diagnostique, qui fait qu'effectivement, dans ce laps de temps-là, on lance les investigations pour repérer l'ensemble des sujets contacts, à savoir que il y a aussi, faut compter le délai entre le temps de l'hospitalisation et le dernier contact de ces sujets justement avec la personne. Donc, ça fait effectivement un temps qui est relativement réduit pour pouvoir mettre en place une réponse de prophylaxie. Et donc, les investigations, aussitôt qu'on a l'information, débutent avec repérage des cas potentiels, contacts, mais avec une attente de préférence du diagnostic, tant qu'on est dans les délais en tout cas, pour lancer la prophylaxie. J'ai répondu à la question? Oui, merci Christelle. Merci. Pas d'autres questions? Alors, il y a une question au chat. À quel moment doit-on faire la déclaration obligatoire exactement? Dès la suspicion clinique? Non, Christelle, je parle sous ton contrôle, mais la déclaration obligatoire, c'est un cas, hein.
confirmé. On est d'accord. Alors, on peut avoir effectivement une suspicion, une forte suspicion. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un signalement sur la balle alerte, mais la fiche DO intervient à partir du moment où le cas il est confirmé. Alors, c'est vrai que ce que dit Christelle est important parce que c'est ce qui se passe toutes les fois. C'est-à-dire dès qu'un médecin, évidemment, a une suspicion, il nous appelle immédiatement. Hein, il n'attend pas d'avoir l'ensemble des résultats et immédiatement, il nous téléphone et il le confirme par un message de signalement. Hein. Vous voyez bien que toute la procédure qui se met en place, elle prend du temps et qu'on est contraint par les délais et que donc à la moindre suspicion, effectivement, immédiatement, le plus tôt on est prévenu, le plus tôt on démarre. Mais réglementairement, la fiche de déclaration obligatoire, elle se remplit à confirmation. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je peux vous proposer rapidement de vous relayer donc quelques éléments de rappel sur la question de vaccination pour le compte de ma collègue, là, le docteur Longchamp, qui, au-delà d'être conseillère médicale dans la direction, a en charge le programme vaccination. Alors, ce sont juste des éléments de rappel et de mémoire qui sont portés à votre disposition, mais qui ont déjà largement été rappelés dans la première intervention. Et le docteur Longchamp se tient à votre disposition si vous avez des questions plus spécifiques sur ces aspects de vaccination. On vous a indiqué ses coordonnées mail. Donc, si vous voulez bien passer la suivante, s'il vous plaît. Oui. Mais je ne vais faire que mal répéter ce que vous avez déjà présenté, docteur. Donc, rappelez, c'est très important que nous avons une modification du calendrier vaccinal hein, depuis début janvier qui rend obligatoire alors que ces vaccins méningites, hein, alors qu'ils étaient jusqu'alors recommandés et qui proposent des éléments de vaccination de rattrapage. Donc, elle vous les a rappelés ici. La suivante, s'il vous plaît. Un petit point parce que c'est quand même pas inintéressant de vous indiquer quelles sont à la fois les disponibilités en termes de vaccins et les montants de prise en charge actuellement par l'assurance maladie, ainsi que les indications correspondant à chaque tranche d'âge vous sont résumées dans ce tableau. Suivante, s'il vous plaît. Donc, cette première partie concernait la vaccination, je dirais, préventive, hein, primo-vaccination. Là, on va parler de la vaccination prophylaxique et donc, parfois, dans certaines situations et en fonction du statut vaccinal du cas, il peut être proposé une vaccination auprès d'un certain nombre de sujets contacts confirmés, voilà, qui vous sont rappelés et qui doivent intervenir dans le même délai que l'antibioprophylaxie préventive, dans les 10 jours qui suivent le dernier contact avec le cas index. Voilà, mais c'est dans des situations très précises. Et là, ce n'est qu'à résumer. Si vous prenez l'instruction qu'on avait transmise hein, à l'époque, vous verrez que c'est complètement décrit. Suivante, s'il vous plaît. Voilà, idem les recommandations qui sont extraits de l'instruction et qui rappellent les modalités de vaccination, cette fois-ci autour d'un cas isolé. Suivante.
situations de cas groupés, ce qu'on a eu la chance de ne pas avoir en Martinique, hein, mais qui peut intervenir. Et il y a une région de France où c'est intervenu, hein, où on a eu une campagne de vaccination parce que le cas index et les cas secondaires étaient en université de mémoire. Ça c'est paru dans les médias, vous l'avez peut-être vu, avec une campagne de vaccination des étudiants concernés. Suivante. Là-dessus. Voilà. Donc actuellement, les avis de la HAS qui viennent, qui sont tout récents, hein, et qui viennent de sortir, en particulier je dirais une grosse insistance, et c'est tout à fait légitime, hein, sur la prise en charge de ces vaccins, qui sont quand même des éléments importants dans le cadre de la promotion de la vaccination, et des campagnes de rattrapage de vaccinaux, hein, des enfants, puisque maintenant l'obligation ne datant que de cette année, on rentre aussi dans une stratégie d'essayer de rattraper les enfants actuellement jusqu'à 3 ans. Il y a aussi quelques éléments de rattrapage qui sont proposés à l'adolescence. Suivante, je pense que c'est la dernière, voilà. Voilà, donc c'était l'objectif, hein, de ces diapos de ma collègue, hein, c'était de réunir, je dirais, succinctement les informations prioritaires et actualisées sur les questions vaccinales, qui sont, je le rappelle, détaillées dans l'instruction et détaillées dans les différents avis, et elle se tient à votre disposition si vous avez des questions plus particulières. Voilà. Merci beaucoup. Des questions? Est-ce que vous avez des questions? Tout a été clair? Docteur Marietta? Oui, bonsoir à tous. Merci pour la présentation. Et juste une remarque, je trouve qu'on a une meilleure acceptation en cabinet de médecine générale sur la vaccination contre les méningites, que ce soit B ou ACWY, par rapport aux gardes d'asile. Je pense que c'est une maladie qui fait quand même plus peur vu le taux de mortalité, et du coup les parents sont plus enclins à accepter ce rattrapage, même sur ceux des 11-15 ans là, en ACWY. Ah oui. Ça marche bien. Oui. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et je pense que l'augmentation, hein, des cas de méningite cette année a généré quand même beaucoup d'informations, beaucoup de relais médiatiques. Donc, je pense que bon, il y a effectivement la crainte de la maladie. Puis comme on en a beaucoup parlé, on a aussi finalement un peu nourri cette crainte. Donc, si ça permet, c'est dommage de passer par la crainte, mais enfin, en tout cas, tant qu'on augmente les taux de vaccination, c'est quand même majeur. Et les vaccins sont assez disponibles, je pense, pour le ACWY. Voilà, sincèrement, j'ai pas écho de rupture. Je crie au secours de Christelle, mais je crois, enfin, j'ai pas eu écho de difficulté de ce point de vue-là. Non, à ce jour, en tout cas, il n'y a pas de problématique particulière là-dessus. C'est plus le Nevanrix qu'on a à Martinique, je pense. Les autres, je ne sais pas, je ne les ai pas vus, mais je crois que c'est le Nevanrix. Oui, de mon côté, il me semble qu'il y a eu une rupture sur le Men Catfish et que ou le Men VO, et du coup, mais le Nimanrix, il n'y avait pas de rupture. Moi, il me semble qu'il y a eu une rupture sur un des deux autres il y a 2-3 mois. En tout cas, sur la Martinique, on avait. Mais sur le Nimanrix, j'ai eu aucun retour de la pharmacie.
Et juste une question, on est bien d'accord hein, que pour ACWY, les 3 sont possibles pour les adolescents. Parce qu'à chaque fois, on met à partir de, mais en gros, à partir de 2 ans, on peut faire un des 3, quel que soit l'âge du patient. À partir de Oui, 2 ans, oui. Allez-y, oui. Non, allez. Oui, c'est dans le diapo là. Pour les vaccins, là, comme tu vois, là, pour les nourrissons, normalement, à partir de 6 semaines, on peut faire le Nimenrix, là, avec le rappel à 6 et 12 mois. Et à partir de 2 ans, on peut continuer à faire le Nimenrix. On peut faire aussi le même bio sur le même chemin. Et le Minkadavi, à partir de 12 mois, je pensais un peu plus. Je pensais un peu plus tard. Mais auparavant, oui. C'est-à-dire, là, selon le chemin, à partir de 2 ans, on peut faire le Torah normalement. Je ne sais pas si j'ai dit la même chose. Après, n'hésitez pas si vous avez une question à mettre un petit mail au docteur Longchamp si vous avez un doute ou une question, etc. Elle vous répondra bien volontiers. Je regarde quelque chose. Il y a une question. Le rattrapage avant 2 ans pour le ACWY se fait par une injection, quel que soit le nombre d'injections U? C'est quoi la question? Alors là, sincèrement, moi, je sais pas répondre à cette question. Je voudrais pas, comme en plus les recommandations sont, je préfère vous laisser répondre. Oui, il n'y a pas de souci. Le rattrapage avant 2 ans pour le ACWY se fait par une injection, quel que soit le nombre d'injections U? Non, c'est un enfant qui a une seule injection de C, contre méningite C, il aura un rappel, mais s'il n'a rien eu, s'il a eu déjà 2, non, on ne fait pas. Hein. S'il a déjà 2, on ne fait pas normalement. Hein. Mais on a dit que à partir de janvier, le ACWY devient obligatoire, on ne fait plus de C tout seul. Pour ça, si un enfant qui a eu un rappel contre la méningite C en novembre et décembre 2024, et il faut faire le deuxième rappel en 2025, oui, ce sera un seul rappel pour le ACWY. Là, par rapport à l'âge que je crois que c'est Or qui a demandé par rapport à l'âge, etc., il y avait le schéma là. Selon le restant de la vaccination tétravalente est obligatoire selon le schéma vaccinal 2 doses, une dose à l'âge de 6 mois de Nimenrix, suivi d'une dose de rappel à l'âge de 12 mois. Nimenrix ou Minkalfi. Chez les adolescents, la vaccination est recommandée de 11 à 14 ans selon un schéma d'une seule dose, quelle que soit leur vaccination antérieure. De 11 à 14 ans, il y a un rappel pour tout le monde. Comme on fait un rappel de Tetravac, il faut faire un rappel de ACWY. Et on a le choix entre les 3 vaccins. Et pour les plus grands, on va dire de 15 à 24 ans,
Pour le rattrapage vaccinal, une seule dose est recommandée aussi, Nimenrix ou Minkatfi ou Menvio. Je crois qu'il y avait une question sur le rattrapage. Je peux donner une question. Il y a une question dans le chat. On a parlé du traitement préventif des proches. Ce sont les médecins de ville traitants qui mettent en place ce traitement avec l'aide de l'ARS à l'hôpital, le traitement préventif. Alors, normalement, c'est l'ARS qui fait qui précise avec. Je parle du cas qu'on a eu il y a pas longtemps. Hein. C'était l'ARS avec collaboration avec le service de maladies infectieuses du CHU qu'ils ont précisé les cas de contact et les cas qu'il faut les traiter préventivement. C'est ça, hein, Madame Mercier? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on établit, je dirais, une liste de sujets contacts, entre guillemets, officiels. Alors, quand je disais les proches sont pris en charge en milieu hospitalier, c'est-à-dire que très souvent, évidemment, quand vous avez le cas qui est hospitalisé, sa femme, son époux, ses enfants sont à l'hôpital, donc eux, ils sont sujets contacts de fait, donc l'équipe hospitalière leur donne immédiatement le traitement préventif. Ensuite, les autres sujets contacts, on les appelle nominativement, on leur demande de consulter un médecin. Très souvent, on leur demande qui ils vont voir et effectivement, on essaye autant que possible de faire le lien avec le médecin en question. Mais l'ARS ne prescrit pas ce traitement et il y a bien, au-delà du fait que la personne a été, je dirais, classée comme sujet contact, l'acte médical qui va venir confirmer et pouvoir prescrire cette prophylaxie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Docteur Algou, vous avez eu votre réponse? Encore pour le rattrapage par rapport à les méningocoques B1, comme vous voyez ici, la vaccination par sera obligatoire chez les nourrissons, on a dit à partir du 1er janvier 2025, selon un schéma 3, 5 et 12 mois. On peut faire un rattrapage jusqu'à 24 mois pour les nourrissons qui n'étaient jamais vaccinés ou le statut vaccinal incomplet. Pour les recommandations particulières, là, vient compléter l'approche du calendrier vaccinal chez les personnes à risque en cas d'infection invasive à méningocoque, c'est les personnes immunodéprimées, l'entourage familial, ainsi au milieu professionnel chez les voyageurs aussi, pour le B. Alors, je rebondis, Oui. Dr Algou. Donc, les médecins de ville peuvent être amenés à prescrire ce traitement, on parle Oui. du traitement préventif, ou c'est uniquement l'hôpital? Non, ils peuvent prescrire le traitement préventif pour les cas de contact. Ce qu'on a fait pendant le cas de contact cette année, il y a des personnes de contact qui sont présentées selon des appels téléphoniques de l'ARS pour voir les médecins généralistes. On a reçu à l'aéroport pas mal de monde qui étaient en consultation et qu'on a prescrit le traitement pour eux. Pour ça, les médecins de ville, c'est avec un accord et avec un contact avec l'ARS, peuvent prescrire le traitement préventif de Ciflox ou même de Ceftriaxone selon les indications. Je vais voir ça pour les traitements préventifs. Et après, on établit, nous, un lien avec la médecine de ville qui a prescrit le traitement, parce que, évidemment, ce que je vous ai pas dit, c'est que on les suit ensuite, ces sujets contacts. Donc, de mémoire, sous le contrôle de Christelle, on les suit dans les 14 ou 17 jours, je ne sais plus, qui suivent le contact. D'abord, donc, du coup, le médecin nous confirme bien avoir reçu le sujet contact confirmé, avoir prescrit
la prophylaxie et on les suit par téléphone pendant les 14 jours qui suivent pour savoir comment ils vont avant de clôturer complètement le signal. Donc, les collègues du point focal régional les appellent, alors au début tous les jours et puis après on espace un jour sur deux, quoi, jusqu'à la fin des 14 jours. C'est ça. On répète là, dans l'antibioprophylaxie, vous voyez pour les sujets contacts, comment on a défini les sujets contacts d'une infection invasive à méningocoque qui étaient exposés contact proche. Dans les 10 jours précédents sur l'hospitalisation, et doivent bénéficier d'une antibioprophylaxie dans le meilleur délai, et si possible dans les 24 à 48 heures, suivant le diagnostic. Mais ça ne sera rien après 10 jours. Alors, docteur Joannick, je vous confirme que les présentations seront envoyées par mail et le replay du webinaire sera sur le site de l'URML Martinique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. C'est bon pour vous? Pas d'autres questions? Là, il y a un diapo, oui, non, comme on est en train de discuter là en pratique, où j'ai mis un diapo là qui explique un petit peu pour la antibioprophylaxie. Si la souche est sensible au Ciflox, je parle de nom comme ça, il faut faire le Ciflox par voie orale ou le ceftriaxone. Il faut savoir si la souche est résistante au Ciflox. À ce moment, il faut faire le ceftriaxone, sauf contre-indication. Et si, pour la rifampicine qu'on a dit qu'on va le réserver, si vraiment la souche est résistante au Ciflox et il y a une contre-indication à la rocifine, à ce moment, on donne la rifampicine. D'accord? Bon, c'est pour ça, pour le choix de antibioprophylaxie. Normalement, le Ciflox pour tout le monde, s'il y a un problème avec le Ciflox, on donne la rocifine injectable, et s'il y a un problème avec le 2, à ce moment, on donne la rifampicine. Question? Non, pas de question. Vous avez d'autres choses à ajouter, docteur Alcaraz? Non, mais j'ai regardé un petit peu, mais c'est toujours, on répète la même chose pour les vaccins. Sur la recommandation du calendrier vaccinal de l'ARS, vous disent là que la vaccination, il ne faut pas faire la vaccination de manière prophylaxique pour le sujet de contact. C'est vraiment le traitement d'antibioprophylaxie et ça ne sert à rien de faire le vaccin tout de suite. Après, pour pas compléter ce que vous dites, docteur, mais pour rassurer, heureusement, donc ces situations, elles restent quand même rares, même si cette année, on a eu 2 cas. On a de nombreux échanges quand c'est nécessaire avec les médecins, où on rappelle l'ensemble des choses, où on s'assure de la disponibilité antibiotique en pharmacie pour pouvoir sécuriser des stocks suffisants. Et l'URML elle-même active une information, etc. Donc,
si ça venait à se reproduire, les informations sont retransmises à chaque fois, bien sûr. Hein. Oui, 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 je suis d'accord avec vous. Là, pour ça, je vous dis, là, après le cas, et le 21 février 2025, on a reçu tous les médecins généralistes des mails avec toutes les directives de la prophylaxie, la prophylaxie et la vaccination, etc. En tout cas, moi, je voulais vous remercier à l'URML d'avoir eu cette initiative parce que même si les situations sont rares, c'est quand même un sujet évidemment important et pas complètement simple, aussi parce qu'il est rare. Voilà, et de nous avoir associés à cette soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Madame Mercier. Merci tout le monde. Merci à tous. À très bientôt. Bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir. Allez, Merci. Merci. Bonne soirée.